Les 3 jours du président Giscard d'Estaing en Corse, la violence est incompatible avec les libertés. L'exode des Chinois du Vietnam, Deng Xiaoping, l'attitude des Vietnamiens est vicieuse. Les enfants de l'oubli, adoption et parrainage, pour les sortir de leur solitude, une grande enquête de Monique Cara. En avant-première pour Antenne 2, la dernière chanson de Gilbert Bécaud, un constat, son titre, Quand je ne serai plus là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, Valéry Giscard d'Estaing va quitter la Corse. D'ailleurs, vous le voyez, son hélicoptère est déjà prêt. À mon avis, il me semble même déjà être en train de partir. C'est donc la fin d'un voyage officiel de 3 jours là-bas. Alors, pour respecter les aspirations et, disons-le, les susceptibilités des uns et des autres, la visite qui avait commencé à Ajaccio s'est achevée à Bastia. Aujourd'hui, le président de la République a d'abord laissé le temps aux Corses de s'imprégner des mesures qu'il leur a annoncées hier, mesures apparemment bien perçues, bien reçues. Il a aussi rendu un hommage particulier à la Légion, basée, vous le savez, à Calvi, en serrant la main du colonel Hérulin et en disant aux paras du 2e REP, son régiment, « Merci messieurs, mission accomplie ». Et puis, surtout, un réquisitoire, une charge très dure contre la violence. La journée du chef de l'État en Corse avec l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Gattet. Le président de la République a poursuivi aujourd'hui sa découverte de la Corse profonde et il a pu voir au fond des yeux des personnes qu'il a rencontrées que les mesures décidées à Ajaccio avaient porté. La vie quotidienne sera améliorée, on le sait maintenant. Des emprunts, de nombreux crédits dégagés, non pas sous forme d'aumône, mais plutôt d'une aide efficace qui devrait permettre aux Corses d'envisager l'avenir avec confiance. À Calvi, première étape de la journée, le colonel Hérulin, qui revient du Zaïre, a été présenté au président de la République, qui a félicité le 2e REP. Je voudrais lui adresser le message qui me paraît le mieux adapté à ses qualités de soldat et à son courage récent dans l'action, qui est de lui dire ici à Calvi, mission accomplie. À Corté, ville de la future université corse, le président a réaffirmé la nécessité du dialogue entre les élus et le gouvernement afin que les problèmes corses soient pris en main par les Corses et non par les citadelles administratives. Les problèmes seront donc réglés dans le cadre de la République, ce qui met fin aux spéculations de ceux qui demandaient un statut spécial. Un nouveau coup de semonce pour ceux qui espéraient faire entendre leur voix avec le plastique. En fin d'après-midi, à Bastia, le président de la République passe les troupes en revue. Les parachutistes du 2e REP sont encore à l'honneur. Peu après, dans son discours, le chef de l'État évoque longuement un sujet qui le touche, celui de la violence. Elle est injustifiable en démocratie, c'est un moyen de pression sans effet sur lui et sur les institutions. C'est une forme d'action qui, au total, atteint surtout la Corse, aujourd'hui dans ses biens et demain dans son âme. Lorsqu'on peut s'exprimer, lorsqu'on peut décider librement par son vote, quelle est l'utilité de la violence? Croit-on exercer une pression sur le pouvoir central en comptant sur sa défaillance? Je préviens que ce genre de pression est sans effet sur moi. Attentif, vous le savez, aux observations, respectueux du suffrage, libéral, au point que certains me le reprochent. Je suis par contre allergique à toute forme de pression, et en particulier au chantage de la violence. Alors cette violence, je vous le demande, qui atteint-elle en réalité? Elle atteint les biens et l'âme de la Corse. Peut-on vraiment, dans ces expéditions précautionneuses,
où l'on va la nuit en rasant les murs, déposer du plastique volé à la porte d'un garage, d'un café, au risque de mutiler un passant ou un innocent, peut-on vraiment se croire une âme de héros? Où est l'honneur dans ces expéditions furtives? Et où est la tradition d'hospitalité quand le but inavouable est de chasser par la terreur nos compatriotes continentaux et pieds noirs qui vivent dans votre île? Il faut mettre fin à la violence. Il faut le faire ensemble, il faut le faire pour la Corse. L'État a des devoirs à remplir, devoirs de sécurité, devoirs de justice. Je donne instruction à tous ceux qui en ont la responsabilité d'accomplir leur mission avec fermeté et dans la justice. Mais je compte aussi sur les Corses. C'est à eux, c'est à elles de conduire la désescalade de la violence, en faisant comprendre à ceux qu'une passion mal comprise ou des influences troubles a pu entraîner, que la violence dessert la cause de ceux qui l'emploient, qu'elle ne peut entraîner ni leur conviction, ni leur estime, et qu'elle blesse durablement l'âme et l'honneur de la Corse. Il n'y a pas un problème corse s'il y a des problèmes de la Corse. Cette formule utilisée par le président de la République ce matin à Corté, au cœur de la montagne corse, résume bien, je crois, ce qu'a été sa démarche tout au long de ce voyage de 3 jours qui s'achève ce soir. Il y a des problèmes de la Corse, problèmes économiques, sociaux, culturels, humains, et le président de la République a annoncé une série de mesures, mais il précise bien que les solutions doivent être recherchées dans un cadre français, dans le cadre des institutions françaises. Et cette préoccupation, il l'a exprimée sur des tons différents, chaque jour et même presque à chaque étape. Dès avant-hier, dans son premier discours d'Ajaccio, il insistait sur le rôle primordial que doivent jouer les élus du suffrage universel. Hier, toujours à Ajaccio, et précisément devant ces élus, il soulignait que le droit commun s'appliquait à la Corse comme il s'applique à tous les départements français. L'unité, disait-il, est notre force. Et il ajoutait, je crois, avec un certain sourire intérieur, que cette conception unitaire, la République la tenait en héritage du plus illustre des Corses. Et aujourd'hui, sur cette grande place Saint-Nicolas de Bastia, c'était un discours d'une gravité et d'une fermeté exceptionnelle contre le recours à la violence. Bref, pour le président de la République, le problème politique posé par la Corse n'a pas d'autre solution politique que l'unité nationale. Ce problème se résoudra, disparaîtra d'ailleurs de lui-même lorsque disparaîtront les raisons des mécontentements. C'est à la fois un pari et un engagement. 2 petits nuages quand même pour le chef de l'État en Corse. Les critiques de Jacques Chirac hier contre la politique étrangère. Je suis peiné par ses propos excessifs, a dit le président. Il l'a dit aux parlementaires RPR qui l'accompagnaient dans son voyage. Et puis, une petite baisse de popularité. La cote de Valéry Giscard d'Estaing reste haute, mais baisse de 3 points. Vous le voyez, 54% de satisfaits et contre 33% chez les mécontents. Du côté de son Premier ministre, la chute est plus forte encore, 6 points de moins, 37% pour les satisfaits. Et nous le disent l'IFOP et François, 49% pour les mécontents. À l'horizon social, en revanche, des nuages paraissent un petit peu moins noirs qu'au début de la semaine. C'est le statu quo chez Renault. Les 200 ouvriers des presses ont réoccupé leur atelier à Flins, alors que les 20 000 salariés reprenaient le travail. La CGT a annoncé qu'elle envisageait de nouvelles formes d'action. Cette nuance est la conséquence d'une situation très variable selon les différentes usines Renault. Enfin, chez Berlier, les 250 caristes en grève ont cessé l'occupation de l'usine de Vénissieux. Mort d'un sénateur, la nuit dernière, Léopold Eder était sénateur socialiste de la Guyane.
La politique étrangère maintenant, avec d'abord un raid israélien au sud Liban. 4 jours avant la date fixée pour l'évacuation totale de cette partie du territoire par les forces israéliennes, un commando, appuyé par des hélicoptères, a attaqué une base navale palestinienne entre Saïda et Tyr. Pour Tel Aviv, plusieurs dizaines de Palestiniens auraient été tués au cours de ce raid, qualifié de préventif, car cette base devait servir de point de départ à une action imminente de Fedayin sur les côtes israéliennes. Il y aurait eu quelques morts du côté commando. Un conflit larvé est en train d'éclater au grand jour dans l'extrême-orient communiste. La querelle entre la Chine et le Vietnam. Deng Xiaoping, le vice-premier ministre chinois, est même allé jusqu'à qualifier de vicieuse l'attitude de ces Vietnamiens auxquels Pékin avait pourtant fourni une grande assistance dans le passé. Alors pourquoi tout cela? L'explication de Philippe Rochaud. Ils sont plus de 100 000 Chinois du Vietnam qui ont déjà pris en 2 mois le chemin de l'exode. Chaque jour, 1 millier de réfugiés franchissent la frontière entre le Vietnam et la Chine et gagnent la province chinoise du Yunnan. Commerçants, artisans établis depuis des dizaines d'années, ils ont parfois tout laissé pour fuir le Vietnam face à la psychose des persécutions qui règnent parmi la communauté chinoise et qui n'est pas démentie par les derniers réfugiés politiques vietnamiens. Les Hua, les Chinois installés au Vietnam, étaient près de 2 millions. Ils jouaient un rôle capital dans l'économie du pays et tenaient pratiquement tout le petit commerce. Cholon, le quartier chinois de Saïgon, était une véritable ville chinoise. On l'avait surnommé le cancer du Sud. Même un an après l'entrée des forces communistes à Saïgon, le commerce et le trafic de toutes sortes, whisky, passeport, n'avaient pas perdu leurs droits. En adoptant de nouvelles mesures contre le trafic et la corruption, en nationalisant le petit commerce, en changeant la monnaie, les autorités vietnamiennes savaient que la communauté chinoise serait frappée la première. Mais les Chinois du Vietnam font surtout les frais des tensions politiques entre la Chine, qui soutient le Cambodge contre le Vietnam, et le Vietnam, qui est soutenu de plus en plus par l'Union soviétique. Les Chinois ont toujours tenu l'économie. Bon, il y a eu pendant des dizaines d'années, les Chinois n'avaient pas de problème avec les Vietnamiens. On vivait entre nous. Bon, il y avait des petites jalousies, mais au fond, c'est pas ça. Alors, les communistes veulent changer l'économie. Ils n'ont pas de solution de rechange. On ne peut pas détruire une économie comme ça. Ils n'ont pas de solution de rechange. Bon, ils essayent comment maîtriser ou bien persécuter les Chinois. Je crois que c'est une question très très dangereuse. Et vous avez l'impression qu'à travers les Chinois du Vietnam, c'est Pékin qui est attaqué par le gouvernement vietnamien? Oui, c'est sûr. Parce que vous avez... Pékin ne peut pas accepter le régime vietnamien trop approché des Russes. Parce que s'ils approchent des Russes, automatiquement, les Vietnamiens doivent céder des bases militaires et ça fait un blocus pour les Chinois. Ils n'accepteront jamais ça. Les armées des deux pays se renforcent aux frontières. La Chine a décidé de réduire de moitié son aide économique au Vietnam. Hanoï vient pourtant d'autoriser les bateaux chinois à pénétrer dans les ports de Saïgon et de Haiphong pour évacuer les réfugiés. Les Chinois du Vietnam savent qu'ils ne pourront refaire en Chine les mêmes affaires qu'au Vietnam. La mort dans l'âme, 400 000 d'entre eux seraient pourtant volontaires pour l'exode. Oui, je citais tout à l'heure Deng Xiaoping, je le fais à nouveau maintenant car les propos qu'il vient de tenir aujourd'hui ne sont guère rassurants. Une troisième guerre mondiale est inévitable, a-t-il dit. Chili, une commission spéciale des Nations Unies pourra étudier sur place la situation des droits de l'homme là-bas. Ainsi en a décidé le gouvernement du général Pinochet qui décidément assouplit sa férule en ce moment. On verra bien s'il s'agit d'une amorce de libéralisation ou bien de simples artifices. De l'autre côté de la cordillère des Andes, l'Argentine, la police a interrompu aujourd'hui une manifestation de mères et de femmes de disparus à Buenos Aires et il se confirme que l'on devrait avoir très prochainement des nouvelles des disparus français. Ce sont les responsables du football tricolore qui l'ont annoncé. Par ailleurs, le capitaine de l'équipe allemande, Berti Vogts, a refusé de recevoir une médaille que voulait lui remettre un mouvement argentin favorable à la junte. Je voudrais maintenant revenir sur les actes de vandalisme qui, hier matin, ont endommagé plusieurs stations de métro à Paris. 62 appareils de contrôle automatique des billets ont été mis hors service. Ces déprédations n'ont pas été directement revendiquées, mais beaucoup y retrouvent la patte de ceux que l'on appelle les autonomes. Ces bandes inorganisées qui se situent en marge de toute idéologie politique, mais qui refusent un certain nombre de contraintes de la société. Périodiquement, sporadiquement, ils réveillent l'actualité sans qu'on sache trop comment les classer, comment les comprendre.
C'est pourtant ce qu'a essayé de faire Patricia Coste. Éléments incontrôlés, casseurs, anarchistes, intellectuels, petits-enfants de mai 68, on trouve de tout chez les autonomes, sauf une organisation. Derrière le front uni des casseurs de vitrines, ils fonctionnent par petits groupes de 3 à 30 personnes, grand maximum. Certains ont leur littérature, et dans chaque opuscule, une vision parfois différente de l'autonomie. Certains ont un embryon d'histoire, et au moins 2 dates de naissance, Malville et la bataille nucléaire, la mort de Bader et de ses amis. Un trait commun à tous, le rejet et même le combat du gauchisme, du militantisme, considéré comme des échecs. Et l'appel, sur tous les plans, à des pratiques plus radicales. Nous, la violence, d'abord, on ne se détermine pas spécialement par rapport à la violence, on se détermine par rapport à l'offensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a parqués dans un certain espace qui est fait de lois, qui est fait d'un consensus social, politique, etc., qu'on refuse, que par rapport à toutes ces lois, par rapport à ces niveaux de l'égalité, c'est sûr qu'on pratique l'offensive sur tous les fronts et qu'on ne veut plus maintenant pleurer des pétitions, les manifestations pour demander les miettes qu'on veut bien nous lâcher. On prend ce qu'on a envie de prendre aujourd'hui. Ce qui ne signifie pas forcément piller ou voler, mais comme en Italie, occuper des maisons vides, faire fonctionner des radios pirates, pratiquer l'absentéisme, refuser les augmentations de prix. Pour nous, le projet, c'est commencer à vivre aujourd'hui la révolution. Dans les rapports qu'on a, dans les choses qu'on fait par rapport à la société, d'en satisfaire ses désirs, essayer de les satisfaire. Si on veut que la société change réellement, qu'on ne se retrouve pas comme ce qui s'est passé en Union soviétique avec une révolution qui a ramené à une société encore pire que celle qui est en France aujourd'hui, qui est encore plus autoritaire, encore plus concentrationnaire, il faut commencer la révolution maintenant, dans nos pratiques. Alors, c'est essayer de comprendre ce qu'on fait aujourd'hui pour voir ce que sera notre projet demain. C'est ça, je veux dire, on peut dire. La société de demain, on essaye de voir comment on souhaite la vivre aujourd'hui déjà. Pour nous, les Brigades Rouges, c'est quelque chose de coupé du mouvement autonome. Faire un assassinat, tuer quelqu'un froidement pour donner un exemple, pour nous, ça n'a aucune signification. C'est reproduire des schémas de pensée, un raisonnement qui est celui de la bourgeoisie. Mais il y a la face cachée de l'autonomie, plus dure, plus jeune, où des chômeurs de 20 ans, des travailleurs intérimaires, font bande, et c'est nouveau, avec des immigrés et des délinquants qui, eux, commencent à se politiser. C'est parmi ces autonomes durs que l'on voit maintenant apparaître des armes dans les manifestations. Nous ce qu'on cherche, c'est à s'organiser entre jeunes prolétaires, entre jeunes ouvriers, pour justement nous préparer à affronter l'État et à faire notre politique, c'est-à-dire à être autonome. Combien sont-ils? Difficile à dire. De quelques centaines à quelques milliers, estime-t-on. À partir de la semaine prochaine, Antenne 2 a décidé de lancer une grande campagne sur les enfants de l'oubli, les enfants délaissés. Tous les jours à 18h40, dans l'émission de Noël ma mère, c'est la vie, nous essaierons de vous faire vivre la réalité quotidienne d'un drame qui marque beaucoup d'enfants abandonnés. Il faut savoir d'abord que le mot orphelinat n'existe plus. Il est remplacé par des centres où les enfants à adopter côtoient l'école, d'autres enfants qui, eux, ont la chance d'avoir des parents. Mais tous ces enfants-là ne sont pas adoptables. Certains ont encore des parents qui les voient, et assez rarement. Et c'est d'abord ceux-là que nous voulons aider en vous demandant de nous écrire pour les distraire, pour les sortir, pour changer un peu leur vie. Est-ce que tu te plais là-bas au centre? Oui. Tu sais pourquoi tu y es? Je sais pas, parce qu'il y a des choses que je sais, il y en a que je sais pas. Angela est l'aînée de 3. Sa maman est décédée d'une façon dramatique. Le papa, qui a une situation assez précaire, a conservé de très forts liens affectifs avec ses filles. Donc il vient les voir tout le temps. Il vient les voir tous les dimanches, et quand son travail ne lui permet pas de venir le dimanche, il vient les voir dans la semaine. Mais il ne les sort jamais. Il ne les sort jamais, étant donné le fait qu'il n'a pas de logement. Est-ce que tu aimerais malgré tout retourner dans ta famille? Tu le demandes à ton papa? Non. Jamais? C'est une petite fille qui a toujours connu la collectivité depuis la mort de sa maman, mais qui est assez bien adaptée à la collectivité. À l'école, elle est très bien accueillie,
comme tout autre enfant de l'école et elle se fait des amis comme n'importe quel enfant. Et en particulier, sa petite amie Annabelle l'invite de temps en temps pour un goûter avec d'autres petites amies de l'école. Tu l'aimes bien? Oui, c'est ma meilleure amie. Vous êtes inséparables tout le temps? Oui, on joue beaucoup ensemble. Et comment t'es venue l'idée de l'inviter chez toi? Ben, parce que je voulais jouer avec elle et puis je l'aimais bien. Ah oui, C'est le fait qu'elle soit aussi dans une pension. Oui, un petit peu. C'est-à-dire? Bah oui, parce qu'on va passer par an. Oh non, pas ça. Bah, Le corps humain. Ah ouais, comme on l'a déjà appris. Moi, je fais l'envers. Moi, je le fous. Bah, moi aussi, après, je suis en train de plier. L'année dernière, j'avais une fille également. Certaines années, j'en ai eu plusieurs. Alors, comment ça se passait? Ou à peu près pareil. Ce sont des enfants qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes affectifs au sein de leur famille, évidemment, mais qui, à l'école, ont un comportement normal. Et qui travaillent bien? Ah, c'est selon. D'une façon générale, c'est quand même pas d'un niveau très relevé. Il y a des problèmes à l'école étant donné que les enfants ont souvent, suite aux expériences qu'ils ont vécues en famille, des retards scolaires et des blocages. Et certains professeurs sont amenés à rejeter nos enfants à cause de ce retard, à cause de ces blocages. Est-ce que tu as d'autres petites amies comme ça à l'école qui t'invitent? Non. Elles t'invitent pas? Je pense qu'Angela aurait besoin d'être parrainée, mais il faudrait à ce moment-là que ça se fasse en accord avec le père pour moduler les sorties et les vacances par rapport à l'emploi du temps du père. Les enfants ne sont pas adoptables, mais on peut prendre un moyen terme avec le parrainage. Mais il faudrait que le maximum d'enfants soient parrainés. Voilà, davantage de détails sur ces parrainages, sur cette opération Antenne 2 à partir de la semaine prochaine, tous les jours à 18h40, ainsi que dans La Croix et Télé 7 jours. Déclin des disciplines littéraires au concours général, la QV 78 est plutôt moyenne, près de la moitié des prix n'ont pas été décernés. Platini sur la touche pour France-Hongrie, Michel Hidalgo a fait cela pour permettre aux 22 tricolores sélectionnés pour l'Argentine de tous jouer pendant le mondial. Ainsi demain soir, Mar del Plata, vous pourrez voir Dropsy, Bracci, Petit et Papi. Tous ne sont pas corses, loin de là, 1 sur 4 seulement. Et puis pour ceux qui aiment écrire l'histoire avec des si, voilà de quoi vous retourner les entrailles. Figurez-vous que l'arbitre suisse de France-Argentine reconnaît aujourd'hui avoir sifflé par erreur le pénalty contre Marius Trésor. Après avoir revu plusieurs fois l'action à la télévision, a-t-il dit « Je me dis qu'aujourd'hui je ne sifflerai pas ». Et comme dit Coluche, on a bien perdu. Il n'y a plus de représentante française à Roland-Garros. Brigitte Simon a été éliminée en demi-finale des internationaux de France en 3 manches, par la Roumaine Ruzici. Quant à la finale double messieurs qui opposait les Espagnols Orantes et Higuera aux Américains Pfister et Mayer, elle a vu la victoire de ces derniers en 3 manches cette fois. Départ demain des 24 heures du Mans, 46e du nom. Une cinquantaine de concurrents seront à ce rendez-vous qui n'a pas toujours été au cours des dernières éditions à la hauteur de la réputation de l'épreuve. Le Cru 78 renouera lui avec la tradition des grands duels. Un match qui promet Porsche-Renault. Vainqueur de la dernière édition, l'écurie Porsche est venue cette année avec 4 voitures officielles, 3 barquettes et une voiture fermée, délicatement surnommée la Baleine Blanche. En 77, c'était Renault le Challenger. Cette année, on laisse croire volontiers chez Porsche que les Français sont favoris. Enfin, la modestie, mais dès les premiers essais, Jackie X pulvérisait le record officieux du circuit en réalisant plus de 236 km/h de moyenne sur un tour. Techniquement, cependant, on prend un risque chez Porsche en tentant de faire gagner un moteur entièrement nouveau. Et pourtant, les pilotes et les responsables de l'équipe ne paraissent pas spécialement préoccupés. Chez Renault, on a également travaillé pour améliorer les performances et la fiabilité des voitures par rapport à l'an dernier. On a surtout essayé de mettre au point un système de bulles aérodynamiques permettant de gagner en vitesse de pointe. Gérard Larousse est sûr de ces voitures, pourtant dès les premiers essais, les résultats n'étaient pas là. La vitesse de pointe, 380 à l'heure dans la ligne droite, est d'ailleurs une préoccupation pour les pilotes, ainsi que l'explique Jean-Pierre Jaboud. C'est certain que dans cette ligne droite, il faut aller assez vite, mais quand on atteint ces vitesses-là, c'est un peu trop rapide. Et je crois qu'il faut mieux utiliser la voiture d'une autre manière, enfin la puissance du moteur, en mettant un petit peu plus d'appui aérodynamique sur la voiture, parce que dans le trafic, on est beaucoup plus à l'aise. Là, il y a trop de différence entre les voitures lentes et notre voiture qui est vraiment très très rapide.
Les 24 heures du Mans, course d'endurance, plus maintenant. C'est une course de vitesse qui dure longtemps et c'est la meilleure interprétation de ce distinguo qui permettra à l'une ou l'autre équipe de s'imposer dimanche après-midi. La météo pour terminer, il a fait chaud sur la France aujourd'hui, moyenne des températures supérieures à 20 degrés. Vous allez découvrir avec notre autre caméra des nuages sur la moitié nord et des orages sur la moitié sud. Alors demain maintenant, demain samedi donc, beau temps ensoleillé sur la moitié nord, vous le découvrez, avec beaucoup de nuages sur la moitié sud et même quelques orages en montagne et sur les régions méditerranéennes. Dimanche, eh bien dimanche sera une vraie journée d'été, du soleil sur pratiquement tout le pays, avec seulement quand même quelques orages sur le pourtour de la Méditerranée. Dernière édition du journal aux alentours de 23 h, elle sera présentée par Bernard Rapp. Un autre rendez-vous demain à 12h30, samedi et demi, présenté par Jean-Claude Mangeot, le thème de l'émission, les gros. Et puis avant de nous séparer, écoutons ensemble le dernier Beko, un monsieur 100 000 volts qui n'a rien perdu de son dynamisme et qui a mis un tel enthousiasme dans l'enregistrement de ses nouvelles chansons pour le Top Club de Guy Lux la semaine prochaine qu'il s'est brisé le pied. Sa dernière composition s'appelle « Quand je ne serai plus là ». Voilà, quant à moi, je serai là lundi. Bonsoir à tous, bon week-end. Toi la moitié de mon âme, toi qui étais plus que tout, je prends les sentiers de cocagne. Ce soir, c'est la fin de nous. Envole-toi quand je serai plus là. Redeviens toi quand je serai plus là. Ma vie s'en va, elle me quitte, remboursée, j'ai rien compris, mais j'ai un plan pour la suite. Je vous prépare un paradis, comptez sur moi quand je serai plus là. Je serai toujours là quand je serai